déjà refusé des élèves porteuses de handicap au sein du lycée? On n'a pas le droit, on ne peut pas refuser. Donc on en a parlé, la loi de 2005. On est obligé de scolariser tous les élèves. Et c'est bien. De toute façon, Madame Havard, on est sur la même longueur d'onde. On est là pour s'occuper de tous les élèves. Et même sur le principe d'équité, on va plus s'occuper d'eux que d'élèves qui n'ont absolument aucun problème. Il y a tout un tas d'aménagements pour les élèves qui sont en situation de handicap, dont on parlera certainement tout à l'heure un petit peu plus. Et voilà, effectivement, comme dit M. Vera, on s'occupe certainement beaucoup plus d'eux que des autres. Qu'avez-vous mis en place comme investissement au sein du lycée? Comme investissement financier? Alors, des trucs tout bêtes, parce que vous les voyez tous les jours, mais vous ne vous rendez même pas compte. Dans chaque bâtiment, il y a un ascenseur. C'est obligatoire. Pareil, c'est la loi qui oblige, donc pour les personnels à mobilité réduite, donc les élèves, mais aussi les adultes, il y a un ascenseur dans chaque bâtiment du lycée. Vous en avez un ici, qui est juste là, vous en avez un au bâtiment G, et vous en avez un au bâtiment voie professionnelle. Vous voyez, pareil, vous ne voyez pas, mais les passages pour les couloirs, tout est prévu pour que les gens en fauteuil roulant peuvent se déplacer. Qu'est-ce qu'on a encore comme investissement financier? En fait, ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est qu'il ne faut pas se dire ce qu'on a fait, mais tout doit être mis en place pour que des élèves en situation, des élèves ou des adultes, un professeur, moi j'ai déjà eu un professeur qui était malvoyant, qui enseignait avec une personne à côté de lui. Vous voyez? Mais en fait, l'idée c'est de pouvoir d'être capable, tous les établissements doivent être capables de s'adapter à toutes les situations. Alors, des fois ça existe, l'ascenseur par exemple, il existe, mais par contre, quand il y a quelque chose qui arrive, on se doit de trouver la solution, alors soit avec l'État, alors il y a la MDPH, puis Madame Havard vous en parlera un petit peu de la MDPH, la Maison départementale pour le handicap, et la collectivité territoriale, donc pour le lycée c'est la région, où ils sont aussi très sensibles à la situation des élèves handicapés. Concernant les investissements financiers, moi pour vous donner un exemple, avant d'être ici, j'étais au lycée de Landrecy. Au lycée de Landrecy, il n'y a pas d'ascenseur. Monsieur Vera vous expliquait tout à l'heure, nous on a des ascenseurs partout, c'est très bien. Mais nous, par exemple, on n'avait pas d'ascenseur. Donc on avait demandé à la collectivité territoriale, qui est la région, de faire en sorte de nous mettre un ascenseur dans l'établissement, sauf que ça ne se fait pas comme ça. Donc en attendant, on aménageait les emplois du temps et on faisait en sorte que pour tous les élèves qui avaient un handicap moteur ou qui étaient blessés ou qui avaient quelque chose qui faisait qu'ils avaient besoin d'un ascenseur pour monter dans les bâtiments, parce qu'on avait quand même 3 étages aussi là-bas, on avait aménagé tous les emplois du temps pour que ces élèves-là n'aient pas à monter les étages, par exemple. Vous voyez, comme vous disiez très bien, Monsieur Vera, tout à l'heure, c'est à nous de nous adapter. Ce n'est pas forcément des investissements financiers qu'on fait. On en fait, s'il y a besoin d'en faire, on en fait. Mais lorsque ça n'est pas possible pour une raison ou pour une autre, on s'adapte et on fait en sorte que l'école puisse être ouverte pour ces élèves-là. Donc on a des outils, on a aussi des contacts, on a des organismes avec qui on peut travailler, on a donc notre collectivité, vous savez que nous on dépend de la région et puis l'État peut nous aider. On doit apprendre à s'adapter. Je vais vous raconter, ça va vous faire rigoler. J'ai une anecdote, il y a plusieurs années, on démarre les épreuves de bac, philosophie. Alors, avant il y avait plusieurs épreuves, vous savez, ça durait quasiment une semaine. Et je vois une élève, l'élève est en train de rentrer à court, elle vient me voir, elle me dit j'ai mal au dos, ça fait une semaine, j'ai de gros soucis, je ne vais pas pouvoir passer le bac. Alors j'ai dit écoute, t'essayes, je la... Elle démarre et puis au bout d'un quart d'heure on m'appelle, on me dit voilà, monsieur Lara, il y a Adèle, elle va arrêter, elle ne va pas passer son bac, elle n'en peut plus. Donc je vais voir tout ça, et alors on discute, tout ça, et puis elle me dit voilà, j'ai mal au dos, je ne peux pas rester assis, je peux pas. Alors elle me dit je ne peux pas rester assis. Alors j'ai dit si je te mets debout. Donc on est allé te chercher dans la maison des lycéens une table de bar, là, vous savez, les tables hautes là. Et elle a passé tout son bac avec cette table dans le CDI surveillé par la documentaliste, et elle a eu son bac à la mention B. Vous voyez, c'est l'adaptation par excellence. Et après, je vous dis, après on est quand même aidé, hein, je vous le répète, on a la région qui nous aide financièrement quand c'est nécessaire, l'État aussi, avec notamment la maison départementale pour le handicap, et voilà. Mais le maître mot, c'est adaptation et intégration. Hein. Par rapport aux professeurs, comment adaptent-ils leurs cours? Ça serait bien quand même de leur demander. Hein. Après, je vous dis, ils sont un peu comme nous. Hein. Ils sont un peu comme nous. Hein. Ils ont plusieurs possibilités. Hein. Ils peuvent
Ils peuvent, en fonction des besoins des élèves, ils peuvent leur fournir les cours sur clé USB. Il y a beaucoup d'élèves qui souffrent de dyspraxie, dyslexie. Donc tout ça, c'est des troubles qui empêchent quelqu'un, enfin qui lui donnent beaucoup de difficultés pour lire, par exemple la dyslexie. Donc dans ces cas-là, les professeurs peuvent aider en donnant sur clé USB un de leurs cours, ou tous leurs cours, de façon à ce que l'élève, quand il rentre à la maison, puisse avoir le temps de lire son cours, de bien le lire, parce qu'il y a des élèves aussi qui ont du mal à écrire, et donc dans ces cas-là, pour se relire, c'est difficile. Voilà, ça c'est une forme d'adaptation. Ça peut être aménager une évaluation. On donne un peu plus de temps à un élève, ou on lui donne un peu moins de questions. Voilà, il y a un tas de formes d'adaptation possibles pour des cours. D'accord, merci. Pouvez-vous nous en dire plus sur la MDPH? Alors, la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. En fait, c'est notre relais au niveau, pour l'éducation nationale, c'est notre relais lorsqu'on accueille au sein de nos établissements des élèves qui sont en situation de handicap. Donc, la MDPH, elle nous aide à mettre en place les adaptations nécessaires pour ces élèves. Donc, on a des réunions régulières au cours de l'année pour mettre en place ce qu'on appelle le PPS, le projet personnalisé de scolarisation d'un élève qui souffre de handicap. Donc, en fonction des besoins de cet élève, c'est toujours pareil, hein. On est toujours dans l'adaptation et dans la mise en place de choses qui permettent à l'élève de se sentir bien dans sa scolarisation. Donc, en fait, on fait ces réunions-là et en fonction des besoins des élèves, on met en place des adaptations. Donc, ça peut être des adaptations vis-à-vis des professeurs, on leur demande tout ce que je vous ai expliqué là, hein, de mettre en place quelques adaptations dans leur cours. Ça peut être des adaptations matérielles dont on parlait tout à l'heure, un ascenseur, se mettre debout pour être en cours, pouvoir sortir de la classe à n'importe quel moment lorsqu'il y a des troubles physiques ou des maladies qui demandent ce genre de choses-là. Il y a tout un tas d'adaptations qui sont possibles. Donc on fait des réunions régulières avec l'enseignant référent qui est une personne, un enseignant, qui est là pour coordonner toutes les actions autour de l'élève, qui est reconnu par la MDPH. Et donc la MDPH, elle va donner tout ce qui est moyens financiers et cette reconnaissance qui va permettre toutes ces adaptations. D'accord, merci. Bon, ce sera tout. On a fini. Bon. En quelques mots, peux-tu nous expliquer ton handicap? Alors mon handicap, c'est une paralysie cérébrale, c'est un handicap de naissance qui arrive souvent par un manque d'oxygène à l'accouchement. Avez-vous réussi à vous intégrer dans le milieu sportif? Si oui, que pratiquez-vous? Oui, donc je pratique la boccia, qui est un sport paralympique, donc handisport qui est adapté pour les personnes à mobilité réduite, donc oui, totalement intégré dans ce sport. Peux-tu nous expliquer ton palmarès? Alors au niveau national, j'ai une médaille de bronze au championnat de France en 2016, un titre de vice-champion de France en 2019 et champion de France en 2017. Ensuite à l'international, c'est principalement part en équipe, donc plusieurs médailles d'argent et d'or sur des compétitions internationales, dont un titre de champion d'Europe et une participation aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. As-tu déjà eu des jugements, des critiques au cours de ton parcours dans la vie personnelle comme sportif? Non, pas directement. Après, peut-être à l'arrière de moi, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, non, pas jamais entendu. Comment vivez-vous votre handicap? Est-ce un obstacle dans la vie quotidienne?
Oui, parfois ça peut être un obstacle parce que ben, j'ai forcément besoin de quelqu'un quasiment tout le temps, donc je suis pas totalement autonome, donc oui ça peut être un frein. Mais globalement ça me dérange pas. J'ai vraiment accepté ce handicap vu que c'est un handicap de naissance. Que moi pour moi c'est comme si j'étais normal quoi. Donc parfois un frein, mais c'est pas totalement gênant. Bonjour, en quelques mots, peux-tu te présenter et nous expliquer ton métier? Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 42 ans. Je suis accompagnante éducative et sociale. Actuellement, je travaille dans un EHPAD privé, donc à Locato-Cambrésis. C'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et j'ai déjà travaillé dans un foyer de vie qui se situe aussi à Locato-Cambrésis. C'est un foyer où vivent des adultes en situation de handicap et donc qui ont la capacité de travailler. Il héberge aussi des personnes qui sont à la retraite. Et donc le métier d'accompagnant éducatif et social consiste à accompagner donc des personnes en situation de handicap, comme par exemple les aides à la toilette, les aides au déplacement, les aides pour faire ou prendre le repas. Des aides également pour accompagner les personnes en situation de handicap à se rendre à des rendez-vous médicaux, par exemple, pour faire des sorties éducatives, des sorties plaisir. Et ça consiste principalement aussi à conserver l'autonomie qu'ils ont pour qu'ils puissent rester le plus longtemps autonomes dans leur vie de tous les jours. Comment vivre avec des personnes en situation de handicap? Est-ce difficile? Après, vivre avec des personnes en situation de handicap, ce n'est pas spécialement difficile car il faut garder des habitudes entre guillemets normales. Il faut juste les accompagner au quotidien. Comme par exemple, dans le foyer de vie, les personnes ont tout leur appartement pour préserver un maximum d'autonomie. Il faut juste les accompagner, par exemple, pour faire les tâches ménagères, car comme elles ont beaucoup de déficiences intellectuelles à des niveaux plus ou moins élevés, elles ne vont pas spécialement penser à faire le ménage, par exemple. Alors du coup, il faut leur expliquer, les accompagner, surtout ne pas faire à leur place, mais les aider. Après, par exemple, on peut les aider pour faire les repas aussi. On les aide un peu dans la vie de tous les jours. Par contre, pour la toilette, ils sont autonomes. Mais non plus, par exemple, dans leur salle de bain, il y a des petites images pour montrer comment faire sa toilette correctement, par où commencer, comment se servir d'un dentifrice. Et comme ça, ils le font exactement eux-mêmes et on ne fait pas, surtout pas à leur place. Ça permet qu'ils gardent une grande autonomie, en fait. Et puis, si c'est difficile, oui, ça peut être difficile psychologiquement parfois, car quand les personnes en situation de handicap sont en détresse, ne vont pas bien, ont peut-être des problèmes de santé, ils ne savent pas beaucoup non plus les exprimer, car certains ont des grosses difficultés de langage, certains ne parlent même pas du tout. Alors il faut bien savoir les observer pour voir si quelque chose ne va pas. Et puis après, il faut aussi savoir faire la part des choses entre les sentiments personnels qui peuvent parfois prendre le dessus sur la profession. En fait, c'est compliqué de faire la part des choses. Qu'avez-vous mis en place comme investissement au sein de l'EHPAD et du foyer? Par exemple, dans l'EHPAD, il y a la trois quarts des résidents sont en fauteuil roulant car ils n'ont plus, ils ont une perte d'autonomie au niveau des jambes. Et automatiquement, la résidence étant sur plusieurs étages, il y a donc des ascenseurs pour faciliter les déplacements. Et au niveau du foyer de vie, comme je disais précédemment, ça fait comme une résidence avec plein d'appartements en plein pied qui sont tous collés les uns aux autres. Donc ça fait vraiment, comment dire, ça fait une petite parcelle d'appartements groupés. Et en plein milieu, donc au centre, il y a un grand bureau où il y a les éducateurs, les accompagnants éducatifs, tout ça. Comme ça,
quand les résidents du foyer de vie ont besoin d'aide, ils viennent directement voir au centre du foyer pour venir nous demander de l'aide s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils ont une question à nous poser, une sollicitation, ou voilà. Comment pouvez-vous conclure cet échange? Je conclurai en disant que ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'a pas le droit de vivre comme les autres. Après tout, à la base, une personne n'est pas une personne en situation de handicap, mais ça reste une personne humaine à part entière. Et puis, même s'il y a beaucoup de préjugés sur ces personnes, il y a des regards méchants dans la rue ou quand on les accompagne faire des courses, qu'on les accompagne à des rendez-vous médicaux, parce que, comme ils ont des déficiences, ils ont peut-être une façon de parler qui ne correspond pas à tout le monde. Il ne faut pas mettre toutes les personnes dans le même moule, ce sont des personnes à part entière. Il faut juste savoir les comprendre, les écouter, les observer, et puis au final, ce sont des personnes très bien comme vous et moi. D'accord, merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à tous dans ce journal TV. Aujourd'hui, le thème abordé sera l'handicap au sein d'un milieu scolaire. Pour répondre à ce thème, nous étudierons tout d'abord 2 articles ainsi qu'un document. Ensuite, nous partirons au nord de la France rejoindre Faustine et Nolwenn qui seront présentes au lycée Jacquard pour interviewer le personnel. Nous allons voir l'importance de l'intégration grâce à 2 articles tirés du site du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. On peut conclure de cet article que l'éducation est garantie à tous malgré les difficultés et que les personnes atteintes de handicap bénéficieront tous d'un soutien individualisé et qu'elles contribuent à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales en matière de réussite scolaire éducative. Un document venant du ministère montre la scolarisation des élèves en situation de handicap en chiffres à la rentrée 2022. Les chiffres les plus marquants sont qu'il y a plus de 430 000 élèves en situation de handicap accueillis dans les établissements scolaires et qu'il y a 3,5 milliards d'euros consacrés à l'école inclusive. Maintenant, nous pouvons donc en conclure que l'éducation est une des priorités pour le comité national. Et nous allons donc partir rejoindre nos 2 journalistes, Faustine et Nolwenn, pour écouter leurs interviews. Bonjour, vous êtes AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap au lycée Jacquard. Que pensez-vous de l'intégration des personnes en situation de handicap au sein d'un lycée public? Pour moi, l'intégration des personnes porteuses de handicap au sein d'un établissement public est une bonne chose parce qu'elle permet 2 choses. Elle permet à la personne atteinte d'un handicap d'évoluer dans un monde, je dirais, commun à chacun. Et de 2, elle permet aux autres de développer la tolérance vis-à-vis du handicap. Pouvez-vous nous donner des exemples de problèmes que peuvent rencontrer les élèves handicapés dans un lycée? Alors, le problème qu'on rencontre souvent, c'est que quand on dit le mot handicap, on pense souvent au fauteuil roulant. Sauf qu'il y a 80% des handicaps qui sont dits invisibles. C'est-à-dire que ce sont des handicaps qui sont soit cognitifs, la personne n'a pas d'handicap physique, ça ne se voit pas. Et la difficulté, c'est que forcément, on ne connaît pas la méconnaissance de ce handicap. Et le gros souci que l'on peut rencontrer dans les établissements scolaires, c'est qu'on n'est pas formé, on ne sait pas réagir, comment faire pour ce genre de handicap. Selon vous, les personnes en situation de handicap sont-elles assez soutenues dans les établissements scolaires et dans la société? Alors, oui et non, parce qu'on peut toujours mieux faire. Certes, il y a eu une évolution depuis la création de la loi qui dit qu'il faut inclure les personnes porteuses de handicap dans la société depuis 2005, mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire. D'accord, merci.
Que pensez-vous de l'intégration des personnes atteintes de handicap au sein d'un lycée public? Alors, moi, je trouve que c'est super pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ça permet aux personnes qui sont atteintes de handicap d'être intégrées dans le lycée et d'être intégrées auprès d'élèves qui sont, entre guillemets, normaux. Donc ça, c'est cool pour eux parce que ça ne peut que les tirer vers le haut. Ça peut permettre aussi aux élèves sans handicap ou sans besoin particulier d'adopter, on va dire, des valeurs de tolérance, d'entraide, etc. Donc ça, c'est cool aussi. Maintenant, il faut que ce soit une condition, c'est que ce soit que cette personne-là et la famille de cette personne qui est atteinte de handicap soient bien entourées et pour que ça se passe dans les meilleures conditions, parce que je pense que ça peut vite, ils peuvent vite se sentir délaissés et au lieu que cette personne soit tirée vers le haut, ça peut vite avoir l'effet inverse. Quel est votre ressenti, vos appréhensions si vous deviez faire un cours avec des personnes handicapées? Alors, je pense que, en toute honnêteté, j'aurais quelques appréhensions parce que je ne suis pas forcément hyper bien formée pour accueillir des personnes qui sont en situation de handicap, malheureusement. Maintenant, il faut faire la différence aussi entre le handicap physique, qui a vraiment un impact dans ma discipline, et le handicap mental, qui peut aussi mettre en jeu la sécurité de l'élève et la sécurité des autres élèves, puisque moi, je travaille dans un gymnase, on est en groupe avec des élèves qui bougent, du matériel à utiliser, donc c'est quand même un contexte qui est différent de celui de la classe. Je pense que si on me donne toutes les informations nécessaires, je pourrais adapter mon cours. Maintenant, effectivement, sans avis médical, sans recommandation, sans conseil, je suis pas capable d'adapter en tout cas au mieux mon cours. Selon vous, les personnes atteintes de handicap sont-elles assez soutenues dans les établissements scolaires? Alors, je pense que ça dépend. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui se sentent peut-être délaissées. C'est pas du tout le cas dans notre établissement, mais vraiment pas. C'est pas parce que j'y bosse. Franchement, c'est pas parce que j'y bosse. Mais ici, c'est super. Les familles, les élèves sont super bien accompagnés. Tous les professeurs sont vraiment bienveillants. Et les élèves aussi. Je me rends compte que les élèves qui sont atteints de situations de handicap sont entourés d'élèves qui sont vraiment bienveillants avec eux. Et on n'entend pas trop parler ni de harcèlement ou moquerie, etc. Et ça, c'est vraiment super ici. Maintenant, j'ai pas fait non plus 15 000 établissements, donc je me rends pas compte de ce qui se passe ailleurs. Mais quand j'en discute, des fois, je me dis que en fait, ça dépend vraiment de l'établissement, des équipes, en fait, de tout ce qui est mis en œuvre pour accueillir au mieux cet élève. Merci. De rien, c'était un plaisir. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Candice Lecomte, je suis en première année de médecine et je suis une ancienne élève du lycée Jacquard. Bonjour à tous, je m'appelle Océane Zekliki, j'ai 16 ans et je suis en classe de première. Bonjour, je m'appelle Tina Pondochi, je suis au lycée Jacquard de Caudry et je suis en première générale. Quel est votre avis sur l'intégration des personnes atteintes de handicap dans un milieu scolaire? Je trouve que leur intégration est très importante pour eux comme pour les autres. Pour eux parce que ça peut les aider à s'investir dans la vie sociale et pour les autres pour développer l'entraide. Donc pour mon avis concernant les personnes atteintes d'un handicap dans un établissement scolaire, je pense qu'ils sont plutôt bien adaptés, intégrés, puisqu'ils ont des AVS à leur disposition, même si je sais même que ça reste minoritaire et qu'ils n'ont pas tous la chance d'en avoir une. Et il y a aussi des adaptations faites pour le bac afin de les aider. Donc je pense qu'ils sont plutôt bien intégrés. Je pense que les personnes atteintes de handicap ne sont pas assez incluses dans les milieux scolaires. Par exemple, certains établissements n'ont pas de classe dédiée à eux. Alors pour moi je suis mitigée. Les établissements sont tous différents. Par exemple ici à Jacquard, pour les handicapés moteurs on a des ascenseurs, donc c'est plutôt pas mal. Mais par contre, à ma connaissance, je ne pense pas qu'on ait des classes ULIS pour ceux qui sont handicapés mental. Mais je sais qu'à mon collège, il y en avait. Donc ça dépend des établissements. Est-ce que vous pensez que des améliorations peuvent être faites dans les établissements publics pour les personnes atteintes de handicap?
Je pense que tous les établissements pourraient faire des efforts concernant notamment les personnes atteintes de handicap porteuses de fauteuils roulants. Dans très peu d'établissements, on observe des ascenseurs et des rampes qui permettent d'aider les personnes atteintes de handicap avec un fauteuil roulant de se déplacer. On a aussi très peu de sensibilisation concernant le handicap. Donc concernant mon avis sur les améliorations qu'il pourrait y avoir, je pense pas qu'il y en ait ou alors pas énormément. Mais bon, après comme on dit, on peut toujours avoir mieux. Mais comme je suis pas concernée, je pense que je vois pas d'amélioration là où il pourrait en avoir en fait. On pense que certains établissements pourraient améliorer leurs accessibilités aux personnes à mobilité réduite pour qu'ils soient mieux intégrés dans le milieu social. Alors pour moi, on pourrait faire mieux, mais des établissements peuvent être très bien aussi. On pourrait rajouter par exemple des classes ULIS dans les lycées ou collèges où il n'y en a pas. On pourrait aussi rajouter des rampes dans les escaliers pour les fauteuils roulants par exemple. Mais sinon, je ne vois pas d'autre. Et voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et on se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour un nouveau thème à aborder. À demain! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur EMC TV. Et merci de nous avoir rejoints, il est 11h, c'est la matinale. Aujourd'hui dans l'actualité, l'emploi des personnes en situation de handicap fait diminuer le nombre de chômage en France. Les étudiants handicapés sont accompagnés pour être mieux intégrés, est-ce vrai? En effet, dans le suite du sommaire, les auxiliaires de vie sociale aident vraiment les élèves en situation de handicap. Dans leur scolarité, on les soutient et sont même dans la même classe que les valides. Les aides au logement pour les invalidants. Patrick, où ça en est? Eh bien, on est dans une bonne avancée. Effectivement, la maison départementale des personnes handicapées propose des logements adaptés aux personnes en situation de handicap. Comment ces personnes réagissent à cette innovation? Comment on adapte ces critères au type de handicap? C'est une enquête de Jean et Jacques pour OMC TV. Écoutez-les. Donc je suis Frédéric Bricoux, maire de Caudry, conseiller départemental du Nord. Très bien. Alors, première question, comment définit-on le handicap? Alors le handicap, c'est soit une incapacité, soit un ensemble d'incapacités d'être dans la pleine maîtrise de ses moyens. Prenez-vous des personnes en situation de handicap dans le travail de la commune? Tout à fait. Donc il faut savoir que à la commune, comme dans les entreprises privées, nous avons une obligation de prendre des travailleurs handicapés. C'est la loi qui l'impose. C'est la loi de l'inclusion. Et donc nous avons, alors malheureusement on parle de quota, nous avons notre nombre d'handicapés, et nous allons bien au-delà en faisant travailler des entreprises adaptées, comme Challenge à Caudry, qui est une entreprise qui emploie une entreprise adaptée, qui emploie des travailleurs handicapés, et donc nous les faisons intervenir notamment sur l'entretien de nos locaux. Donc nous avons nos propres salariés de la ville qui sont en situation de handicap, et en plus de ça, nous faisons travailler des entreprises adaptées, des entreprises qui emploient des travailleurs handicapés. Quels sont les aménagements mis en place pour les personnes en situation de handicap? Les aménagements, alors chez nous, il n'y en a pas spécifiquement, parce qu'on s'adresse à des professionnels. Maintenant, c'est des aménagements ergonomiques si nécessaire, parce que le travail peut être fatigant à terme. Après, c'est surtout une écoute, une attention particulière à régler peut-être des problèmes personnels qui pourraient avoir une incidence sur le travail. Après, ça dépend des personnes auxquelles on a à faire face. Enfin, voilà, c'est vraiment très individuel. Comment accompagnez-vous les personnes en situation de handicap dans leur travail quotidien? Alors, spécifiquement à Challenge, voilà, c'est une oreille attentive. Maintenant, c'est de rappeler les exigences aussi du travail. Que le handicap, c'est un fait. Maintenant, c'est qu'il y a des exigences qui sont propres au travail, en termes de professionnalisation. Voilà, donc, une
une écoute attentive. Après, on a des équipes spécialisées, des professionnels peut-être plus spécifiques. Voilà. Après, c'est de leur rappeler que les droits ne peuvent exister que s'il y a des devoirs par ailleurs. Là, dernièrement, on a embauché une chargée d'insertion. Je pense qu'on facilite le travail des personnes en situation de handicap qu'on accueille parce qu'on a une écoute attentive et peut-être que l'on règle avec cette nouvelle professionnelle des problèmes qu'auparavant on ne réglait pas. Quels sont les aménagements mis en place pour les personnes en situation de handicap? Eh bien, on a des tables à la hauteur, on a des chaises ergonomiquement, on a des tapis anti-fatigue, on a des chariots, on a des talles, tout est aménagé. Quelles sont les aides proposées aux personnes en situation de handicap pour faciliter leur intégration dans une entreprise? Alors nous, dans la SOS, il y a tout ce qui est structure pour les aider dans leurs papiers administrativement et après, et personnellement, après aide financière aussi, pas chez nous, mais au sein de la CAF ou la Directe pour les aider quotidiennement en fait, à leur handicap. Comment, selon vous, on peut obtenir la reconnaissance du handicap? Alors pour obtenir la reconnaissance du handicap, il faut passer devant un comité de la MDPH, la maison départementale pour personnes handicapées. Donc c'est un comité médical d'experts sur proposition du médecin traitant qui va juger ou non de vos incapacités et par rapport à ça établir votre reconnaissance de travailleur handicapé. Si un enfant est atteint d'un handicap, moteur ou non, comment il est pris en charge, par qui et comment dans sa scolarité? L'enfant va être accompagné par une AVS, une assistante de vie sociale, qui est une employée de l'éducation nationale et qui va en fait accompagner l'enfant dans une classe d'enfants valides qui va rester à côté de lui pour lui essayer de l'accompagner et faire en sorte que cet enfant puisse suivre le rythme normal des valides pour pouvoir justement oublier leur handicap et puis faire en sorte de surmonter ce handicap. Alors, qu'est-ce que la maison départementale des personnes handicapées, donc la MDPH, à quoi sert-elle et comment elle accompagne ces personnes en situation de handicap? Donc la MDPH, elle va servir donc à valider cette reconnaissance de travailleur handicapé ou cette reconnaissance de personnes en situation de handicap. Et puis donc la MDPH, les employés de la MDPH vont faire en sorte de faciliter les démarches administratives de la personne en situation de handicap. Aussi bien dans la vie de tous les jours pour trouver un logement adapté, parce qu'une personne qui est en fauteuil roulant, elle ne peut pas habiter dans n'importe quel logement. Ouais. Alors, premièrement, quel est le nom de votre handicap? Mon handicap. Moi, j'ai le PPCO. Le PPCO, j'ai des problèmes dernier discal et puis problèmes sur la main. Et c'est un peu global, quoi, disons. Mais le plus considéré, c'est la BPCO. Qu'est-ce que la BPCO? La BPCO, c'est une maladie des bronches qui, malheureusement, n'en guérit pas, puisque ça gardait plus, quoi. Ah, c'est vrai. Alors, que cause votre handicap? Mon handicap me pose beaucoup de problèmes parce que le côté respiration, tout ça, c'est un peu difficile. Ça dépend des moments, ça va mieux. Mais bon, c'est vrai que le problème aussi, c'est pour le handicap de normal. Sinon, comment assumer sa différence pour gagner de la confiance en soi et mettre de côté les préjugés des autres? Moi, je dis que moi j'en parle beaucoup. C'est vrai que j'en parle beaucoup avec les autres et dire que faut en parler, faut pas se dire on a un handicap, on peut plus rien faire. Non, c'est pas vrai. Il faut y aller, il faut foncer, la tête devant, quoi. Il faut garder le moral, quoi. C'est ça. Si on n'a pas le moral, c'est fini. Comment travaillez-vous avec les enseignants pour s'assurer qu'ils ont les compétences nécessaires pour travailler avec des élèves? Alors, nous, mairie, on a notre fonction et l'éducation nationale a sa fonction. Ce n'est pas à la mairie de faire en sorte de gérer le profil de chaque enseignant, puisque chaque enseignant a une formation, théoriquement, a une formation pour pouvoir aborder les différents types de handicap. Il y a plusieurs types de handicap. Donc, avec l'inspection, qui met en place des formations pour que l'enseignant
si c'est un profil de handicap que l'enseignant n'a pas encore croisé, puisque les types de handicap sont tellement que c'est difficile d'avoir une formation complète, l'enseignant doit s'orienter vers son instruction, donc l'instructeur de Cambrai, M. Krabiek, et pour justement pouvoir avoir les réponses aux interrogations qui se posent suivant le profil de l'élève. Comment gérez-vous les problèmes de discrimination et de harcèlement des élèves handicapés à l'école? Alors nous, au niveau de la mairie, c'est vrai que c'est particulier parce qu'on est quand même deux entités différentes. La collectivité qui met les moyens en œuvre, qui met les moyens financiers nécessaires pour qu'il y ait une bonne éducation sur le donc l'établissement, matériel scolaire, et puis après il y a l'éducation nationale qui gère son personnel et qui gère certains protocoles. Et au niveau du harcèlement, il y a tout un protocole qui est établi par l'inspection, et on a travaillé avec l'inspection, on a regardé qu'on est quand même assez... on suit, je veux dire, de très près nos élèves codréciens, et on ne voudrait pas qu'il y ait de dérive au niveau du comportement de certains élèves mal intentionnés envers leurs camarades. Donc, ça qu'on suit de très près le harcèlement, qui est un fléau, qui est malheureusement en extension, et donc il faut cadrer ça assez fortement. Et puis l'inspection, M. Krabiek, dernièrement a retravaillé sur tout un protocole justement pour cibler le harcèlement, parce qu'il faut savoir que tous les problèmes qu'il y a, entre guillemets, tous les problèmes que l'on peut retrouver à l'éducation en classe ne sont pas forcément du harcèlement. Et il existe aussi des chamailleries d'enfants, mais qui ne sont pas spécialement du harcèlement. Et donc il y a tout un protocole qui nous permet déjà de déterminer si nous avons affaire à du harcèlement. Si ce n'est pas du harcèlement, faire en sorte que cela ne dérive pas en harcèlement, que la situation s'aggrave en fait. Et puis si c'est du harcèlement, il y a tout un protocole qui est mis en place justement pour protéger l'enfant qui subit du harcèlement, et faire en sorte justement de désamorcer ce harcèlement vis-à-vis des auteurs du harcèlement, de l'auteur ou des auteurs.